Après avoir créé l'outil d'évaluation, il faut le valider. Pour cela, 2 indicateurs peuvent nous aider. Il s'agit de l'indice de difficulté et l'indice de discrimination. Qu'est-ce que c'est l'indice de difficulté d'un item ? L'indice de difficulté, il varie entre 0 et 1. Il correspond à la proportion d'élèves ayant répondu correctement à un item donné. Cela veut donc dire que plus un item a un indice de difficulté élevé, plus il est facile, puisqu'il s'agit du nombre de personnes ayant réussi l'item. Exactement. De plus, il faudrait que la majorité des items aient une valeur de P qui se distribue autour de 5 dixièmes. Et comment peut-on apprécier cette valeur ? Alors dans la littérature, on considère que les réponses trop difficiles, donc avec une valeur inférieure à 15 centièmes, correspondent au fait que moins de 15% des participants ont répondu juste à la question donnée. Ou alors trop facile, en ayant une valeur de P qui est supérieure à 85 centièmes. Cela correspond à une situation où au moins 85% des élèves ont répondu juste et donc ces questions peuvent être écartées du questionnaire. Les premières sont donc impossibles, les secondes sont triviales. Et donc ni l'une ni l'autre ne permettent la mesure efficace des compétences des personnes passant le QCM. Les items difficiles, tous les faibles vont les rater et seuls quelques forts vont les réussir. Ce sont donc des items qui discriminent parmi les sujets forts. Par contre, les items faciles, seuls certains sujets faibles vont les rater. Ce sont donc des items qui discriminent parmi les sujets faibles. En principe, la bonne question est celle qui discrimine le plus, c'est-à-dire celle qui introduit le plus de diversité dans les réponses des sujets. C'est pourquoi la majorité des indices de difficulté des questions doivent se distribuer autour de 5 dixièmes, car ils discriminent aussi bien les forts que les faibles. Trop de questions faciles amènent à un effet plafond. À l'inverse, trop de questions difficiles amènent à un effet plancher. Il est plus facile de calculer l'indice de difficulté lorsque les items sont dichotomiques. Oui, on inscrit 1 quand l'item est réussi et 0 quand l'item n'est pas réussi. Ensuite, on additionne les résultats pour chaque item pour ensuite diviser cette somme par le nombre total d'apprenants. Ici, 6. L'indice de difficulté est d'autant plus grand que l'item est facile. Comment devons-nous nous y prendre lorsque nous sommes face à des items de forme variée ? Dans ce cas, il y a une étape supplémentaire. Il faut diviser la moyenne par l'étendue de l'échelle de l'item afin de pouvoir comparer les résultats notés sur des échelles différentes. Ça, c'est pour l'indice de difficulté. Mais qu'en est-il du deuxième indice, donc l'indice de discrimination ? Le but d'un questionnaire, c'est de mesurer une compétence, un ensemble de connaissances, et donc de pouvoir discriminer les élèves en fonction de ces dernières. L'indice de discrimination est une variante du coefficient de corrélation de Bravais-Pearson et est nommé R.bisérial. Il est donc à utiliser lorsque l'une des deux variables est dichotomique. En effet, les scores à un item sont soit 0, soit 1. Ils varient comme tout coefficient de corrélation entre -1 et 1. Oui, il correspond au coefficient de corrélation entre un item et le score total au test. Alors, à l'écran, on voit un logiciel qui permet de faire cela automatiquement et on retrouve ces applications directement en ligne. Une fois cette corrélation entre l'item et le score total au test est calculée, comment l'interprète-t-on ? Quand une corrélation est nulle ou très faible, on prend souvent comme seuil 0.40, mais bon, c'est toujours un peu discutable. Cela signifie que le lien entre la réussite à l'item et la réussite au test est nul ou très faible. L'enseignant peut considérer sa suppression. Par contre, si elle est positive et élevée, cela signifie que les élèves réussissent bien au test, réussissent aussi l'item concerné. Dans ce cas, l'enseignant doit conserver la question. Moodle propose ce type d'analyse automatiquement.
Comme nous pouvons le constater pour les questions 6 et 7, un item discriminant n'est pas nécessairement difficile. Par contre, un item problématique, donc à rejeter ou à reformuler, a presque toujours un indice de discrimination faible. Par exemple, les questions 1, 2 et 3. Alors, si une question a une corrélation item-test assez faible, en dessous de 0,40, cela peut signifier qu'elle mesure une compétence, un champ de connaissances qui n'appartient pas au même domaine que celui du test complet. Un pouvoir discriminant est satisfaisant si la corrélation est supérieure à 0,40. Si le test est conçu pour être multidimensionnel, mesure de plusieurs types de compétences, de niveaux taxonomiques, de connaissances, la corrélation est à réaliser entre la question et le sous-ensemble de questions liées à cette compétence particulière. Un test a une bonne cohérence interne, c'est-à-dire qu'il est composé d'items qui concourent à une mesure, un type de connaissance ou de compétence, si ces items ont des indices de discrimination élevés, donc plutôt proches de 1. Y a-t-il un moyen d'utiliser cette démarche directement en cours d'apprentissage ? Oui, dans le logiciel Tacite, donc c'est un logiciel pour aider les élèves à inférer dans des textes, on utilise ce type d'approche avec un modèle statistique, le modèle de Rasch, qui contourne la logique de l'analyse traditionnelle du type d'erreur, en rendant possible le calcul d'une coordonnée, donc la compétence de l'enfant, et d'une autre coordonnée, la difficulté pour chaque item, sur la même dimension. Cela rend possible l'analyse d'une proximité entre un élève et un exercice, une tâche, par une mesure réellement numérique. L'administration des exercices repose alors sur la sélection de la tâche la plus proche de l'élève. L'idée est ainsi de faire progresser le plus efficacement possible les différents participants dans leur zone de compétence, dans leur zone proximale de développement. Et cela rend la situation évidemment beaucoup plus motivante pour l'élève dans la mesure où il sera souvent dans une logique de réussite. On peut donc retenir que la création d'un outil d'évaluation demande de faire des choix à différents niveaux. Ces choix vont permettre d'apprécier de manière valide la performance des apprenants dans un dispositif.